Alors Lina, c'est une jeune adolescente qui est une reine des réseaux sociaux, mais avec un créneau très très particulier, les oiseaux. Et donc, il y a des centaines de milliers de followers. Enfin, c'est vraiment une reine des réseaux sociaux. C'est aussi un peu une sorcière très contemporaine et très 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 arabe, très marocaine, qui se targue de vouloir sauver le monde en étant une nouvelle Sherazade 2.0. Voilà. J'ai une obsession de la langue et de la créolité de la langue marocaine. Et donc, quand je travaille mes dialogues qui sont extrêmement écrits, j'ai besoin d'avoir à la fois des sonorités très très contemporaines où c'est du slam, du rap heavy, bien street, et en même temps que remontent de manière très sensible mes mémoires anciennes. C'est-à-dire tout ce que j'ai pu entendre, que ça soit des scansions coraniques, que ça soit les contes de ma grand-mère, que ça soit... Donc, c'est une espèce de créolité, et je trouve que la langue est une arme politique et en même temps une subversion poétique. Et donc, c'est quelque chose qui est au centre de mon travail. Et donc, c'est des centaines d'heures de répétition pour mes acteurs, mais c'est un de mes grands plaisirs, c'est une jubilation intense lorsqu'ils interprètent ces dialogues-là et cette langue-là. C'est vraiment une tragédie grecque, mais c'est à la fois Richard III, parce qu'il y a ce personnage fascinant de tyran qui est la matriarche, qui en même temps est assez complexe puisque c'est un tyran sans royaume, parce que c'est une femme, et donc c'est la violence sociale qui aussi reproduit une forme de cruauté dans ce matriarcat que je voulais un peu interroger, parce que en étant chef de famille, elle n'a pas le pouvoir de décider par la loi islamique. Elle n'hérite pratiquement de rien, elle hérite du 6e. Donc moi, je voulais à la fois que ça soit une tragédie grecque, c'est Richard III / Médée, avec une référence assez évidente aux dictateurs arabes, tout pays confondu, du Maroc jusqu'à ailleurs, voilà. Et en même temps, des personnages qui sont complexes, ambivalents, et qui sont dans une zone de gris. Lina est un personnage qui est effectivement qui passe d'une situation un peu muette, autistique, aphasique, à une forme de surpuissance, en fait, par sa folie, un peu mégalo, un peu effrayante. Donc je voulais qu'il y ait cette complexité-là. La bonne paraît a priori être quasiment un archétype de la soubrette jolie et dans un coin, et finalement se déchaîne chez elle une fureur déclenchée par l'amour. Donc c'est toutes ces strates-là qui ne pouvaient être contenues que dans la structure de la tragédie. C'est-à-dire que c'est dessiné avec des gros traits quasiment archétypaux, et à l'intérieur, on travaille un peu dans une forme d'intensité un peu baroque, je pense. C'est une salade ou un créole de beaucoup de supports, qui était au départ en fait un film classique avec une structure linéaire, avec des plans larges, très beaux, très cadrés, qui mettait un peu de lyrisme, qui est celui d'un récit traditionnel, très simple, vraiment très dénudé, c'est-à-dire les plans sont fixes, c'est des plans d'ensemble, très composés. À l'intérieur, il y a une espèce de dynamite qui est la caméra de Lina, qui est ce regard en fait des médias sociaux qui prolifère et qui produit une espèce d'abondance et en même temps une absence de perspective, parce qu'il n'y a plus aucune perspective. Tous les personnages, il y a une forme de plasticité quand on filme à travers un iPhone, même si on n'a pas vraiment filmé avec un iPhone, on a filmé à travers un iPhone avec une caméra, mais ça donne cette espèce d'aspect spectral. Tout est fondu, blurré,
Et donc, c'est ces deux régimes qui sont en compétition. Un récit linéaire, je dirais, du monde d'avant, et puis une prolifération avec cette espèce de foisonnement hystérique du regard de Lina, qui filme tout sans perspective, sans cadre. Non, avec un cadre, mais sans décor. Il n'y a plus de décor, et donc tous les personnages deviennent un peu comme des fantômes hurlants, et ça donne une sensation extrêmement spectrale. Il y a quelque chose qui, moi, était au centre, c'est d'être dans mon époque, et aussi dans cette espèce de révolution copernicienne du foisonnement des réseaux sociaux et du foisonnement de l'image. Moi, je viens du monde d'avant, je suis très très vieille, et moi j'ai grandi avec la rareté de l'image, et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui marque notre temps soit cette prolifération sans limite, mais au sens vraiment mathématique, sans limite de l'image. Pour moi, c'est une interrogation métaphysique, mais ça doit devenir physique. Donc je m'interrogeais vraiment comment rendre cette plasticité-là. Et donc il y a ces deux régimes, il y a un régime linéaire avec ses beaux plans magnifiques, tournés par Éric Devin tout le temps, mais en même temps, il fallait vraiment qu'il y ait cette espèce de contrariété des deux régimes, qui sont des régimes plastiques et des régimes narratifs. Mes films sont toujours un peu nerveux. Je le suis aussi. C'est une structure en boucle. Je pense que ce qui est récurrent d'un film à l'autre, c'est qu'il y a... Ma narration, elle est très hybride. Il y a une narration occidentale, qui est un peu celle toujours du héros, dans lequel avec un itinéraire classique. Et puis, il y a cette narration orientale, qui est ma mémoire ancienne, où il y a mille et une histoires. Et ces mille et une histoires, ça produit en fait une forme de structure en boucle. Et c'est toujours par ce frottement que je travaille mes structures. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait effectivement... c'est ce qu'on appelle l'hybridité, sans doute. C'est-à-dire à la fois un régime littéral, linéaire classique, et puis cette boucle orientale que j'écris beaucoup à travers la voix off, mais que le montage va amener, parce que finalement, c'est dans cette boucle-là que naît le film. C'est la boucle orientale qui fait naître, en fait, un régime qui est sensible. On a été porté par le fait d'être très fauchés. Et donc d'avoir la possibilité d'attendre les cigognes. Il paraît qu'il faut pas... j'ai été dans un festival, on m'a dit il faut pas dire ce que le film aurait dû être. Mais en même temps, bon, je dois dire que le film, au début, avait une structure plus sage et plus simple. Mais finalement, le tournage s'est étiré dans le temps. Et parce que j'avais cette obsession. Moi, j'avais cette obsession de filmer les oiseaux comme des acteurs. Et donc, de prendre le temps qu'il fallait pour attendre les oiseaux. Et donc, on les a attendus souvent très longtemps. Mais quand ils venaient, il se produisait quelque chose qui s'appelle sans doute la grâce, même si c'est un gros mot qu'il ne faut pas beaucoup utiliser. Mais je crois qu'il y avait une vraie grâce parce que les oiseaux ont interprété avec nous les scènes et les ont vraiment jouées. Et le talent d'Éric est sans limite, et ceux de mes acteurs aussi. Mais il y a eu une indivision, comme le film le raconte, c'est-à-dire que les uns et les autres ont participé à créer ces espèces de cadres absolument dingues. Et nous, ça nous plaisait beaucoup qu'on puisse faire concurrence à Hollywood avec un petit film marocain produit, voilà, dans nos cuisses. Ça nous plaisait énormément. Donc, il y a cette liberté que donne l'invention d'un cadre de production qui a pas peur d'aller vers le fauché. C'est pas un choix non plus, hein. Je dis pas qu'il faut être fauché pour faire des beaux films, mais en tout cas, il faut arracher les conditions pour le faire. Moi, je suis originaire de Tanger. Je suis une Casablancaise à Tanger, une Tangéroise à Casa.
Ma famille est originaire de Tanger. C'est une ville que je fuis et que j'ai une relation complètement passionnelle à cette ville. C'est de là où je regarde le monde. C'est une histoire passionnelle, donc j'ai beau me dire que je veux aller ailleurs, je reviens toujours à Tanger. Et c'est une ville qui a un peu une métonymie. Je ne sais pas si vos viewers connaissent. C'est sur la pointe de l'Afrique. Ça regarde l'Europe. C'est la base arrière aujourd'hui de travailleurs, en fait, de transformation et tout ça. Donc c'est une ville mythique, mais c'est une ville qui nous échappe tout le temps, qui est tout le temps en mutation. Et c'est ma fenêtre, en fait. C'est de là où je regarde le monde. Alors moi, j'ai grandi justement dans une période qui s'appelait les années de plomb au Maroc, où l'image était quelque chose qui héritait à la fois d'une vraie suspicion de mon pays, où l'image était une image violente par tous les travaux coloniaux et tout ça. Donc il y avait une vraie méfiance, plus le régime de l'image était extrêmement contrôlé par le système étatique. Donc il y avait une forme de censure très très forte. L'image était rare, hein, et l'image était coûteuse. Bien évidemment, elle était quasiment interdite. Ça avait le goût du fruit interdit. Donc moi, j'ai grandi en étant plutôt littéraire, mais en ayant un rapport viscéral et absolu à l'image, mais qui avait ce goût-là, qui avait le goût de pouvoir raconter dans une sensibilité, vraiment dans un monde sensible, ce que je ne pouvais pas dire à l'écrit. Donc quelque chose qui nous échappait. Et donc j'avais 14 ans, 17 ans, 20 ans, j'avais pas lu Benjamin, j'avais pas lu toutes ces choses-là. Mais ce régime viscéral de l'image, c'est ce qui m'a construit et ça a été mon rapport au monde, un rapport de réalisation au sens premier. Et cette envie aussi de produire des images comme un miroir réflexif dans lequel je pouvais me reconnaître. Je ne me reconnaissais pas du tout dans... J'adorais tout, j'étais cinéphile, mais j'adorais... Mais ces films ne me regardaient pas. Il reste chez moi toujours cette chose un peu enfantine de produire des images qui racontent mon Maroc à moi. Donc un peu... Enfin, je crois que tous les réalisateurs, ça doit être ça. Mais je crois que c'est Truffaut ou Fassbinder ou Rossellini, il y a une forme d'identification, mais il faut se dire que Truffaut raconte un Paris qui n'est pas mon casa à moi. Rossellini raconte une Italie ou une Allemagne c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette identification, et malgré tout le cinéma c'est quelque chose qui procède par identification par les tripes tout simplement. Donc à la fois, ça a été fondateur pour moi, toute cette cinéphilie, mais j'avais un besoin viscéral de produire ce miroir réflexif.